Tout à l'heure, suivi mon frère Roger dire qu'ils veulent installer des régimes démocratiques. Un régime démocratique ne se fait pas installer. Un régime démocratique, on conquiert le pouvoir démocratiquement à partir d'une élection organisée par le peuple. Donc quand des puissances étrangères veulent installer des régimes démocratiques, ce ne sont pas des régimes démocratiques. Améliorer notre gouvernance, entièrement d'accord avec vous. Et c'est une problématique qui s'oppose à tous les gouvernements du monde. J'ai croisé sur les Champs-Élysées les indignés qui sont partis à pied de Madrid jusqu'à Paris. Je me suis arrêté pour parler avec eux et leur dire j'étais d'accord en tant que ministre du Congo avec leur démarche. Parce que ce qu'ils dénoncent, c'est ce que nous, en Afrique, nous n'arrivons pas à dénoncer. C'est cette financiarisation de l'économie mondiale et qui fait qu'il y a une partie du monde qui, depuis 5 siècles, a eu le leadership des affaires du monde et se rend compte qu'il risque de perdre justement ce leadership du fait de l'émergence souvent des pays que vous avez cités. Gouvernance ou prise de responsabilité des Africains. Je suis d'accord avec vous parce que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai le sentiment de penser que si la dimension des dirigeants africains aujourd'hui était la même que celle de ceux qui hier ont fait face à la lutte de libération de l'Angola, de la Namibie, du Mozambique et de l'Afrique du Sud, je pense que ces pays n'auraient jamais connu l'indépendance. Parce qu'il y a aujourd'hui une espèce d'affaissement du leadership africain. C'est ce que je dis n'engage que moi. Et ça, c'est vrai, il va falloir qu'au niveau de l'Afrique, l'Union africaine prenne ses responsabilités. Voilà pourquoi je tiens ici à saluer quand même le travail, les prises de position courageuses faites par M. Pink. Ensuite, gouvernance du monde. Gouvernance du monde en partant du problème palestinien, en remontant au fait que nous avons aujourd'hui un Conseil de sécurité qui ne correspond plus du tout à la réalité géostratégique du monde aujourd'hui. Le Conseil de sécurité aujourd'hui répond à Yalta. D'accord, d'accord. Je m'excuse, je vous laisse à droite, je viens à gauche. Est-ce que, ça c'est un téléspectateur par SMS qui a envoyé, est-ce que vous pensez que c'est le partenariat entre les pays subsahariens et la Chine qui fait agiter la France aujourd'hui, et puis on a un peu mis Maître Bougie devant pour préparer une révolution. Je vous pose... Oui, il y a d'abord un débat qu'il faut terminer et qui est extrêmement intéressant. Oui. En ce qui concerne le mouvement du capital mondial tel que mon collègue Akwala a tenté de le dire. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde occidental où le modèle d'accumulation est essoufflé. Il faut le savoir. Le modèle d'accumulation a été bâti sur le mariage entre le capital productif et le capital bancaire, qu'on appelle le capital financier. Les entreprises sont complètement essoufflées parce que les gains de production n'existent pas. Les banques n'ont plus de trésorerie. Alors il faut nécessairement, et ça c'est la règle économique, chercher de nouveaux champs d'investigation et de valorisation du capital. Et ces nouveaux champs, l'Afrique fait partie de ces nouveaux champs. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Libye, les deux collègues l'ont clairement dit, mais en réalité, ce n'est pas la démocratie. C'est la première fois, et l'Afrique doit ouvrir les yeux, c'est la première fois qu'on légitime une frange qui arrive au pouvoir par les armes. Alors que jusque-là, il y avait un tintamarre au niveau de l'Europe pour nous dire que tant qu'il n'y a pas d'élection, le pouvoir n'est pas reconnu. C'est la première fois et tout le monde s'est tué. Mais ça participe justement de ce redéploiement du capital vers des nouveaux champs de valorisation afin de lui donner un certain souffle. La question que vous évoquez de la Chine, mais c'est l'exemple même du faux problème. Mais le marché mondial capitaliste, il est unique. Et la Chine fait partie de ce marché capitaliste. On ne va pas avoir un marché pour l'Afrique, un marché pour l'Europe, un marché pour la Chine, un marché pour les États-Unis. Non, toutes les marchandises rentrent sur le même marché. Maintenant, en ce moment-là, les marchés se jouent sur la compétitivité de celui qui est le plus prompt pour pouvoir arracher justement ce qui peut lui permettre de développer son pays. Mais c'est ce que fait la Chine. Vous voyez très bien que dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des appels d'offres. Mais pourquoi les appels d'offres sont toujours gagnés par la Chine? Mais parce qu'elle est la moins disante. Parce que du point de vue de sa culture, de la gestion des chantiers, il y a beaucoup d'économies que ne font pas les autres pays.
Quand vous avez par exemple la Chine qui s'installe, vous voyez, ils font une petite baraque, ils font des légumes à l'intérieur, mais ils sont en train de réduire les coûts. Mais quand il s'agit des Français, il faut qu'ils aillent à l'hôtel, ça coûte cher tous les jours pour aller faire le chantier. Voilà, en plus des primes du soleil. Donc vous voyez très bien que c'est une culture économique. Donc il n'y a pas de contrat léonin. Je peux prendre l'exemple de la maison de la radio qui a été construite. Non, oui, bon, frère. Je n'ai pas parlé du Congo seulement. J'ai parlé de l'Afrique. Je voulais donc terminer là pour dire que non, la Chine est loyalement dans la compétition économique internationale, d'ailleurs en domestiquant très très bien les règles de l'économie mondiale. C'est ça qu'elle elle ne fait pas autre chose. Quand par exemple elle veut gagner des marchés aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle fait? Mais la Chine introduit ses dossiers normalement avec des crédits. Voilà, ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui on veut en réalité en quelque sorte créer un problème à la Chine. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est en train de rafler tous les marchés en Afrique en damant le pion à l'Europe. Et c'est ça que l'Europe ne veut pas, parce qu'elle a toujours considéré que l'Afrique c'est son arrière-garde. Et c'est pour cela que vous voyez ces rebondissements, cette gesticulation à travers des phénomènes comme Bourget pour tenter de faire diversion et justement créer les conditions idéologiques de la réapparition de l'Europe en Afrique. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, mais vous êtes un homme de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que rapidement vous pouvez nous parler, selon SMS, vous partagez le point de vue de ce monsieur qui envoie son SMS, que ce qui se passe là, c'est parce que les Français ou les Européens sont jaloux des relations particulières entre l'Afrique subsaharienne et la Chine? Ben, je pense que l'analyse du ministre Mabundu est pertinente, et il faut aussi dire que c'est vrai, parce que quand même aujourd'hui on se rend compte que les portes déjà, je crois que les Occidentaux, pour ne pas parler des Français, rapidement, parce que bientôt on va à la fin. Oui, les Occidentaux ont refermé eux-mêmes leurs portes. Par exemple, avec les visas et autres, aujourd'hui, le commerce c'est vers l'Asie. Nous commerçons vers l'Asie. Donc, je pense que les Français... Les étudiants aussi. Les étudiants et tout le monde. Donc, je pense qu'il y a... les Occidentaux ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais c'est vrai, quand je dis les Chinois ont des contrats léonais, mais c'est en Afrique, c'est pas spécifiquement le cas du Congo. Et il y a 10 ans, on n'avait pas ce nombre d'entreprises chinoises dans nos pays. Je vais dire, vous partez au Cameroun, au Tchad, au Congo et tout. C'est symptomatique de quelque chose qui est en mouvement. D'accord. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, si c'est pour la fin, je voudrais tout simplement dire que cette affaire de M. Robert Bourget nous permet quand même de corriger quand même certaines habitudes dans notre gouvernance publique, parce qu'effectivement, au-delà de ce qu'il raconte parce que c'est une affaire franco-française, nous avons aussi des comportements déviants qu'il faut corriger dans notre gouvernance publique. Merci. Alphonse Dongo, rapidement. Bon, il faut noter somme toute que la France, dans le précaré, dans ses ex-colonies, était, n'est-ce pas, en terre conquise. Ils avaient, n'est-ce pas, la même mise sur l'économie, ils raflaient tous les marchés, parfois il n'y avait même pas de compétitivité en termes d'appel d'offres. Aujourd'hui, les pays du BRIC, au-delà de la Chine, c'est-à-dire Brésil, Inde, Chine, raflent la mise. L'Afrique du Sud. BRICS maintenant. Voilà. Rafle la mise, n'est-ce pas, de l'essentiel des marchés, et on sait que l'Europe traverse, ou bien le monde occidental traverse aujourd'hui une crise financière assez aiguë, et qu'il n'y a vraiment plus d'opportunités. Alors, qu'est-ce que les gens font? Quelques potentats politiques et financiers se mettent dans une maison, ça peut être la France, ça peut être la Grande-Bretagne, accompagnés, n'est-ce pas, de leurs parents, les Nations Unies. On décide, n'est-ce pas, d'aller à l'assaut d'un pays comme, par exemple, ça a été le cas en Libye. Et j'invite les lecteurs à découvrir notre nouveau numéro qui est sur le marché. Ils verront qu'on a fait un dossier spécial sur les grands enjeux, n'est-ce pas, et les dangers qui guettent l'Afrique en rapport avec ce qui vient de se passer en Libye. Merci. Alors, Maître Maloga, rapidement, est-ce que vous pensez, parce que ce qui se passe, c'est votre faute, Maître Maloga. Maintenant, oui, parce que vous n'avez pas voulu parler, vous allez de coq à l'âne. Non, il a débattu. Mais vous avez décidé de sortir des papiers de 2005. Bon, c'est pas grave, laissez-le. Il a mené son débat, donc... On aura un débat sur ça, oui. J'ai voulu démontrer comment l'argent de l'État, comment est-ce qu'il est utilisé dans ce pays. D'accord. Ce que vous n'avez pas compris, parce que... Mais je n'ai pas toujours vu votre site web. Parce que... Comment? Votre site web. Parce que l'autre m'a dit, j'ai suivi à la télé, à la radio, le ministre, qui n'est pas là malheureusement, que les procédures étaient... Non, le ministre a un engagement. D'accord, vous voulez avoir un débat avec lui. Parce que ce qu'il a dit, que c'était difficile de sortir l'argent de l'État, je ne pense pas que ça soit capable. Voilà l'idée qu'il a donné. D'accord. Je venais pour lui démontrer que l'argent de l'État pouvait sortir à tout moment. Soit.
Et votre conclusion? Et votre conclusion? Ma conclusion sur l'affaire Bougie. Oui. Oui. Pour l'affaire Bougie, je C'est pourquoi on est venu là. Non. Oui. Mais moi, sur l'affaire Bougie, je vous dis Oui. que pour une fois, les Congolais l'ont toujours dit, qu'on sortait l'argent de l'État à tout moment et on remettait au chef d'État européen, tout simplement pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas du Congo-Brazzaville, c'est le cas du Gabon, c'est le cas de la Guinée équatoriale, parce que tout simplement, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on a au moins quelqu'un, un acteur, qui transportait, qui portait ces mallettes, qui vient le dire. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais devaient se saisir de ça pour demander à ce qu'on ouvre une information et pour que, effectivement, le président Sassou qui a été cité soit au moins mis en... Et c'est toujours vous qui allez défendre, vous aimez tous ces genres de choses. Oui, j'ai des preuves déjà. Parce que j'attends justement d'avoir les preuves. Vous avez les preuves ou vous J'en ai fait quelques-unes. J'ai reçu des gens. D'accord. Merci, monsieur Ambroise Hervé Malonga. Alors, votre dernier, pour conclure l'émission. Pour conclure, j'aimerais simplement dire une chose. Oui. Il ne faut pas dire que les chefs d'État africains donnent de l'argent aux chefs d'État. Un coup on dit français, un coup on dit européen pour se maintenir au pouvoir. C'est une, permettez-moi l'expression, c'est de l'irrespect face aux populations, aux peuples africains. Première chose. Deuxième chose, il faut que, j'espère que ce soir on aura quand même éclairé la lanterne de certains de nos compatriotes, et je pense qu'il faut que nous revenions effectivement débattre avec des amis, des frères, en dépit de nos positions, de nos postures au niveau politique et dans la société, sur des questions qui vont déterminer le devenir de l'Afrique de demain. Et le devenir se prépare aujourd'hui. Et il faut savoir que il y a des officines qui font de la prospective sur le devenir de l'Occident dans 50, 100 ans. Et aujourd'hui, bien sûr, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe au Moyen-Orient et en Libye, certaines officines géostratégiques asiatiques, pour ne pas citer des pays, pensent que la disparition du pacte de Varsovie a été une erreur. Si ces pays avaient une capacité de projection militaire, celle que l'Europe occidentale a conservée à travers l'OTAN, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et en Afrique ne se serait pas arrivé. Merci. Thierry. Bon, je crois que le débat aujourd'hui a été constructif parce qu'on a pu dégager un certain nombre de perspectives. Encore une fois, le problème des mallettes n'est qu'un épiphénomène, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Le plus important, c'est de placer en perspective une idée force. Nous avons des États qui, aujourd'hui, sont un enjeu géostratégique mondial. Et quand on est un enjeu, c'est-à-dire un gibier, il faut s'attendre que le chasseur utilise tous les moyens pour attraper ce gibier-là. Et nous, en tant que responsables politiques africains, que nous soyons aux affaires ou que nous soyons des observateurs ou des opposants, pourquoi pas, ou des membres de la société civile, eh bien, nous devons prendre en compte cette donne-là et considérer que dans le monde qui se prépare, nous devons renforcer un certain nombre de bases de notre pays, de nos pays. D'abord, le sentiment patriotique. Parce que vous ne pourrez pas bâtir un État si, quand votre chef d'État, au-delà des différences, est mis en cause par des individus à l'étranger, eh bien, vous ne prenez pas spontanément l'idée que si demain vous étiez vous-même aux affaires, c'est ce qui vous arriverait parce que vous acceptez que votre État soit traité comme un paillasson et que celui qui l'incarne soit jeté comme ça en pâture à un certain nombre d'opprobres. Donc ça, c'est d'abord le sentiment national. Il faut que nous l'établissions ou que nous le raffermissions. Et le deuxième élément, c'est de considérer qu'effectivement, je crois qu'on en revient un peu à là, c'est dans la résolution des besoins des populations, c'est dans la résolution des besoins que je qualifierais d'alimentaires, mais au sens large du terme, santé, éducation et tout le reste, emploi, que nous éviterons demain que ces officines aient prise dans nos pays. Et que nous éviterons que ce genre d'événements se produise, c'est-à-dire la possibilité pour des groupes peu scrupuleux de s'emparer en réalité des richesses de pays entiers. Merci beaucoup, M. Malonga, c'est la conclusion.